Bonsoir, bienvenue sur Equinox Soir. Un chef d'établissement et 7 élèves enlevés, ainsi se chiffrait le bilan de la rentrée scolaire 2018 dans le Nord-Ouest. En proie avec la région du Sud-Ouest à une crise sociopolitique et sécuritaire, l'autre région anglophone du Cameroun aura marqué à sa manière la rentrée scolaire 2018. Quelques jours auparavant, c'est le directeur du collège d'enseignement secondaire de Ibal Oku qui était kidnappé par des hommes armés au motif qu'il plaidait pour l'éducation des enfants. Rentrée scolaire 2018, comment comprendre que les enseignements n'ont toujours pas repris avec des effectifs normaux de ce côté? Les politiques sur ce plateau se prononcent. C'est, madame, monsieur, le fait du jour. Nord-Ouest, Sud-Ouest, rentrée scolaire, la peur dans le ventre. J'en parle avec Maître Adeline Djomgan, bonsoir. Bonsoir Monsieur Otto, bonsoir chers téléspectateurs. Vous êtes avocate au barreau du Cameroun, c'est bien cela? Oui. Et également... secrétaire général adjoint numéro 4 du Social Démocratique Front. Du SDF, élu membre du NEC. Oui. En février 2018. Au grand congrès qui a porté Joshua aussi comme champion du SDF. Oui. Puis deux congrès, le congrès ordinaire et extraordinaire. Voilà, bienvenue sur le plateau. Merci, merci monsieur. En face de vous, Cyril Sambaka, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs et aux panélistes. Voilà, vous êtes vice-président de l'UDC. Tout à fait. Où est passé Adamou Damtua? Alors là, ben, je dois dire que vous savez très bien que l'UDC, c'est un parti qui a une expérience. Parce que... L'expérience empêche qu'on ne vous voit non, comme les autres? Souvent, j'ai été interpellé ces derniers jours, mais vous devez être au courant qu'il est le seul candidat qui a écrit à la communauté éducative, à cette rentrée scolaire par exemple. Maintenant, si vous voulez le voir, je pense que si on doit respecter les règles, la campagne proprement dite n'a pas commencé. Si c'est pour les Camerounais, il a fait le tour du Cameroun plus de 20 fois. Donc, en principe, non. C'est pour vous dire que chacun a le droit, n'est-ce pas, de mettre sa stratégie de campagne en fonction des expériences passées. Et puis, parfois, nous avons un projet de société qu'on n'a pas à présenter aujourd'hui, parce que nous le faisons depuis des années. Nous l'aménageons à nos journées républicaines. Ça fait 5 ans que chaque mois, nous nous retrouvons autour d'un thème. Donc, en réalité... dérouler notre programme en 15 jours serait largement suffisant parce que nous sommes sur le terrain. Nous arrangeons nos troupes, nous nous arrangeons pour que le vote soit contrôlé, n'est-ce pas? Donc on forme les scrutateurs, on le fait. La politique, c'est souvent aussi de la discrétion. Ok. Je reviens vous mettre Adeline Djomgan rapidement avant de passer aux autres. Et votre champion, Joshua aussi, toujours... de l'autre côté, en Occident? Non, il est revenu de son voyage et il passe ce soir sur une chaîne sur Canal 2 international. Donc, je crois qu'il était la encore dans période de l'avion. pré-campagne bat son plein. Et à cet effet, le 22 août dernier, nous avons présenté il a présenté son programme politique avec les 24 mesures fortes qui pourra faire aussi les... Les Camerounais ont retenu le SMIC à 160 000. Hein? Oui, bien sûr. Également en face de vous, André Luther Meka, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs, très nombreux à suivre cette émission. Oui. Vous êtes enseignant, sociologue, et surtout militant du RDPC. Oui, je suis militant du RDPC, sociologue enseignant, parce que c'est le parti qui rassemble, c'est le parti qui travaille pour le Cameroun, pendant que beaucoup sont en train, n'est-ce pas, de vouloir déstabiliser le Cameroun. Le chef de l'État est en train de signer des conventions en Chine pour le bien des Camerounais. Et je pense qu'il est important que toute jeunesse se réfléchisse à soutenir le président pour cette dernière longue marche vers le progrès et la démocratie qu'il a toujours prôné. Et c'est pour ça que, sans honte, sans toutefois être, n'est-ce pas, j'allais dire, sans toutefois avoir des pincements au cœur,
c'est la main au cœur que je soutiens le président parce que c'est un homme d'expérience. Donc, je m'en vante d'avoir un homme, un baroba d'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire sur ce qu'il fait pour l'Afrique. Et je suis très fier de l'avoir comme candidat. Ok, André Luther Meka, Clément Yan au nord-ouest pour battre campagne pour Paul Biya et Peter Mafani Songhé au sud-ouest. Que répondez-vous à ceux-là qui pensent qui disent qu'on les a envoyés au chaudron? Disons qu'en politique, rien n'est gagné d'avance, toujours. Et je crois que ce sont des hommes d'expérience. Ce sont des dignes fils natifs de cette région. Ils sauront appuyer sur les bons leviers pour pouvoir créer l'unanimité. Ils sauront dire les bons mots, parce qu'il faut le dire, l'essentiel n'est pas seulement d'y aller, mais de savoir comment y aller. Et pour aller parler dans une période assez critique, il faudrait choisir les bonnes paroles, il faudrait avoir les bons arguments, mais aussi les bons moyens pour que le message puisse passer. Je crois qu'ils ont la responsabilité de pouvoir rassembler ce peuple, de pouvoir permettre à ce qu'ils sachent que le Cameroun ne peut pas se faire sans eux. Hein, ils sont le Cameroun et il ne peut pas avoir de partition. Vous êtes convaincu que le message peut encore passer là? Disons que tout dépendra. Comme on appelle l'élite des Yaoundé. Pour moi, tout dépendra de l'approche. Okay. Et je crois que comme ce sont des hommes d'expérience, ils connaissent bien le terrain. Et je peux déjà vous dire que les dernières réunions que le Premier ministre Mafani Philemon Yan et le Premier ministre Mafani ont fait, il y avait beaucoup de gens, il y a eu vraiment comme un brainstorming. Je suis très convaincu que ça va se passer dans de très bonnes conditions. Okay. Sur ce plateau, enfin, Guy Hervé Fongan, bonsoir. Bonsoir Serge-Alain et bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder cette autre émission de qualité. Donc, merci de m'avoir convié à ce débat citoyen et républicain. Et je suis très content d'être là, donc merci pour l'honneur et l'amitié. Vous êtes journaliste et je commence avec vous. Est-ce que nous sommes partis une fois de plus pour une année difficile dans les régions sud-ouest et nord-ouest? Oui. Une année scolaire. Non, on n'est pas surpris par cet état de choses parce que voyez-vous, jusqu'au mois d'août encore, les écoles n'avaient pas été reconstruites, donc il n'était pas surprenant que les rentrées soient difficiles là-bas. Nous qui vivons dans le Cameroun profond, mais les Camerounais ont cotisé pour ça, non? Nous qui vivons dans le Douala profond, nous avons bien remarqué que les enfants qui sont revenus depuis 2 ans, qui sont là pour les vacances, ne sont pas rentrés, retournés à Bamenda. Donc on n'est pas surpris de ce que la rentrée. Ça fait 2 ans que les gens sont venus pour je me rappelle, il y a 2 ans, où les enfants sont venus à Douala pour les congés de Noël. Ils ne sont plus jamais repartis à Bamenda. Ils étaient encore là jusqu'en septembre. Donc nous autres, on n'est pas surpris par ce qui se passe dans ces régions-là. Donc le programme d'assistance qui a été enclenché par le chef de l'État ne pouvait pas porter des fruits. Je pense qu'on a simplement mis la charrue avant les bœufs et ça ne peut pas prospérer parce que les populations sont encore meurtries, celles qui vivent la peur dans le ventre et il était difficile de croire que la rentrée, Samuel Eto'o a été mis à contribution, donc les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Donc je suis pas tant que les populations tant que la ville est encore fortement militarisée telle qu'elle est en ce moment et que les parents sont terrorisés au quotidien par les ambassadeurs entre guillemets, il était normal que la rentrée ne se tienne pas. Mais vous me permettez quand même de corriger un interne en écoutant le président Sambaka qui se félicite de ce que le président, son président, soit Damou Damdioua, soit quasiment le seul à s'être prononcé pour la rentrée scolaire. Non, je suis obligé de parler de ce que je sais. Donc, moi, le dernier message que j'ai reçu, que j'ai vu il y a quelques jours, c'est celui de Joshua Oshi, dans lequel, message que j'ai trouvé très sympathique, dans lequel il encourageait les parents qui se battent jour et nuit pour offrir une scolarité de qualité à leur progéniture. Et donc, dans ce message, entre autres, il disait simplement que ce sera la dernière rentrée scolaire à travers laquelle ceux-ci souffrent vraiment le martyre, on va dire ça comme ça, et qu'à partir de l'année prochaine, quand il accédera au pouvoir, il leur offrira une éducation de qualité qui permettra de construire le Camerounais nouveau et celui de demain. Donc c'est ce que j'ai reçu
J'ai retenu le message qu'il a adressé en cette veille de rentrée scolaire aux parents et aux enfants. Donc il n'y a pas que Madame Mourando qui s'est prononcée. Je l'ai lu il y a à peine 48 heures. Je voulais juste lui demander s'il peut résumer le message du candidat de l'UDC. Non, vous en avez déjà parlé. Donc moi, je parlais de ce que je sais. Vous avez vu le message du candidat de l'UDC? Non, j'ai l'intention de dire qu'il n'est pas le seul. Non, est-ce que vous avez vu le message du candidat de l'UDC? Je ne l'ai pas vu, mais je n'est pas le seul. Il est donc possible. Il n'est pas le seul. Il est donc possible que je n'ai pas vu. Oui, tout à fait. Il est donc possible que je n'ai pas vu le message de Joshua aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et voilà. Donc il n'est pas le seul. Maître Denis Domgan, lorsqu'on écoute Guy-Hervé Fongan, il parle, il dit votre champion, Joshua aussi, dit que c'est la dernière entrée. L'élection, c'est en octobre. Donc ça veut dire que si jamais il est élu, il ne va pas s'attaquer tout de suite aux problèmes scolaires. Il va attendre septembre 2019. Non, il va s'attaquer directement aux problèmes scolaires. Et c'est la raison. Dans ces deux régions. Hein. Non, dans ces deux régions, parce que le problème de ces deux régions, c'est un problème de mal-gouvernance. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Les escalades, tout ce qui résulte de ces régions, c'est un problème de mal-gouvernance. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que si aujourd'hui, il y a notre président, à la personne de M. Joshua aussi, je pense que les choses vont s'améliorer. Et lui-même, il a dit dans son discours l'autre jour que s'il était élu, il est sûr que au lendemain de son élection, il ramènera la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et puis, concernant sur le plan éducatif, il faut l'indiquer ici, dans son programme politique, il propose aux Camerounais une réforme de l'éducation par le numérique. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, même dans la réforme... Non, mais vous nous amenez un peu loin. Oui. Il y a le problème, les enfants. Comment faire pour encourager les enfants à reprendre goût à l'école dans le nord-ouest et le sud-ouest? Est-ce qu'aujourd'hui, sans résoudre leurs problèmes de fond dans le nord-ouest et le sud-ouest, est-ce qu'on peut amener ou on peut encourager les enfants à aller à l'école? C'est en passant par le numérique? Non, c'est en apportant des problèmes à la crise anglophone. Oui. Et cette crise est perdue parce que le gouvernement n'a jamais rien fait. Parce que généralement, ils vont vous dire qu'ils ont fait des démarches, ils sont allés au nord-ouest. Mais quel est le problème de cette crise? Le fondement de cette crise est dû par quoi? Pourquoi on a laissé ces escalades? Attendez, quand vous commencez, si vous avez une plaie, vous ne la soignez pas, et qu'elle se gangrène, plutôt on va vous amputer la jambe. Et c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'on a laissé une situation pourrie, on est arrivé à l'état de pourriture, et à l'état de pourriture aujourd'hui, on estime qu'on peut arranger. On ne peut pas l'arranger. On ne peut pas l'arranger à l'état de pourriture. Et c'est un problème de malgouvernance. Ça, il faut le dire. Conséquence, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais conséquence, que les Camerounais aillent massivement le CED et qu'ils sanctionnent celui qui est à la base de ce problème, et afin que nous puissions trouver une solution. Parce que même le dialogue inclusif qu'on a toujours demandé, on ne l'a jamais apporté à la table. On n'a jamais apporté la table, puisque depuis le début de cette crise, tout le monde a fait appel au dialogue inclusif. À un moment, on a commencé à discuter avec des gens, et plus tard, on les a appelés ces ténors, les terroristes. Après des embassonniers, après tout ce qui s'ensuit, on a mis des gens en prison, et puis c'est ça, c'est le pire qui est arrivé. Ok, André Luther-Maker, on parle de problème de gouvernance pour cette crise, la plaie qui a fini par se gangréner et tout ça. Vous avez laissé faire le pouvoir public, le RDPC? Disons que je ne suis pas ministre de l'administration territoriale ou MINDEF. Moi, je parle en tant que militant, en tant que Camerounais, de ce que j'ai pu voir se dérouler. J'aimerais vous dire que beaucoup de Camerounais sont parfois très manipulés par, j'allais dire, le volume des ressources naturelles qui constituent notre pays. Et je crois que dans cette manipulation, le nord-ouest et le sud-ouest est entré dans cette manipulation. Parce qu'il y en a, il y a certaines régions qui pensent qu'elles sont la vache à lait des autres régions et se constituent comme des régions les plus riches. Je vais vous dire que depuis que le président Biya a fait un travail, j'allais dire d'anthologie, de pouvoir aller à La Haye par rapport, n'est-ce pas, à Bakassi, ça a beaucoup aiguisé les appétits. Parce qu'il faut le dire,
ce qui se passe, c'est que beaucoup de Camerounais, notamment du nord-ouest et du sud-ouest, pensent qu'étant, n'est-ce pas, des producteurs attitrés de pétrole, ils devraient jouir, n'est-ce pas, de ce pétrole-là. Encore plus que lorsque Bakassi devient réellement camerounais, cela a aiguisé des appétits. Donc c'est pour vous dire que c'est une guerre d'intérêt, c'est une guerre, j'allais dire, n'est-ce pas, économique, qui est liée au fait que certains Camerounais voudraient participer ou alors voudraient se tailler la part du lion dans cette affaire. Donc, je ne suis pas surpris que certains secteurs de la société soient bloqués dans le fonctionnement de cette région. Parce qu'il faut le savoir, moi j'ai essayé de lire un peu la sociologie de la révolution, la révolution permanente de Léon Trotsky, et toutes ces littératures démontrent qu'il est important, n'est-ce pas, de pouvoir neutraliser certains secteurs de la ville pour créer un rapport de force. Donc, ils ont neutralisé notamment le secteur économique parce qu'il faut le savoir, le nord-ouest et le sud-ouest, c'est 45% de devises nationales. Il faut le savoir, c'est également près de 17%, n'est-ce pas, dans un certain nombre d'activités. Et il faut savoir qu'il y a 1511 entreprises qui ont été créées depuis 2011. Donc, il y a un certain nombre, et c'est la partie du Cameroun qui produit beaucoup de pétrole. Et c'est 17,5% de production nationale. Donc, toutes ces activités sont jugulées, sont neutralisées pour créer un rapport de force. Et c'est ce rapport de force qui voudrait qu'on amène l'État à discuter, et notamment avec un sous-marin, le problème pétrolifère qui, n'est-ce pas, aiguise les appétits occidentaux. Donc, moi, je me serais attendu que le gouvernement prenne des mesures fortes, notamment sécuriser les écoles et pouvoir créer un gentle agreement avec les parents pour que l'école puisse se dérouler. Parce qu'en fait, ce qu'il voudrait faire, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, faire main basse sur la ville pour qu'on les amène à négocier. Mais pour ce qui est de l'issue, je suis déçu parce que nous avons vu, tous les Camerounais ont vu, et je prends les Camerounais à témoin, ils ont vu comment le gouvernement camerounais a donné suite à toutes les revendications structurelles, que ce soit les... On dit que c'était au forceps, M. Emeka. Je ne sais pas si c'était au forceps, et je ne sais sur quel rapport de force qui était mis en jeu. Vous deviez faire quoi l'État? Non, je crois que c'était une disposition du chef de l'État à négocier. Et dans son discours, il a dit clairement que tout ce qui concerne le dialogue, cela va se poursuivre. Que ce soit les enseignants, que ce soit la création du common law à l'ENAM, que ce soit l'école polytechnique, il a tout donné. Je crois que les anglophones ont tout eu dans cette crise. Et il devait nettement permettre à ce qu'on puisse évoluer dans le dialogue. Et je dis bien que ce n'est pas à l'État d'initier le dialogue. C'est eux qui doivent donner, n'est-ce pas, leur doléance par rapport, n'est-ce pas, au dialogue. Parce qu'on ne peut pas opposer un rapport de force à l'État. Je vais chuter par là. J'ai été le premier Camerounais à dire dans une émission de haute audience, notamment à Canal Presse, quelles sont les récriminations du peuple anglophone. Pour moi, il y a un problème anglophone, je l'avoue, mais ce sont les méthodes, ce sont les moyens qui sont appliqués, les assassinats et les atroces qui, moi, me font vraiment avoir froid au dos. Et je pense que la méthode n'est pas la bonne. Même si je pense qu'au fond, certaines revendications, notamment sur la représentativité au niveau de l'État, la représentativité au niveau, n'est-ce pas, des structures d'État, des DG. Et je l'ai dit dans cette émission que depuis que la Sonara a été créée, il n'y a jamais eu un DG anglophone. Et il y a beaucoup d'autres choses qui sont nettement claires. Le chef de l'État a essayé, n'est-ce pas, de faire quelques améliorations au niveau des allocations des chefs des départements ministériels. C'est en cours. Il faudrait vraiment qu'il soit responsable et reconnaître que l'État a la bonne foi. Ok. Je voulais simplement dire qu'on ne peut pas laisser entrer André Luther-Meka. J'allais dire développer ce type d'argumentaire aussi longtemps. Je suis surpris qu'en 2 ans après la crise, qu'on revienne encore aujourd'hui, dire que les anglophones qui se plaignent, c'est parce qu'il y a une partie de la richesse qu'ils voudraient s'accaparer. Je pense que ça me semble assez révoltant pour ceux qui vivent cette crise dans leur chair. Parce que souvenez-vous qu'au commencement de la crise,
est-ce que André Luthiard essaie de faire, c'est ce que on appelle en communication de crise la stratégie latérale. C'est-à-dire qu'il faut déplacer le problème. Et donc, comme nous avons fait, comme j'ai la prétention d'avoir bien fait mes humanités, donc je peux très bien comprendre la démonstration qu'il tente de faire. Non, il faut dire aux Camerounais qu'au commencement de la crise, il s'agissait de traduire le code Load en anglais. Et donc, ça a été fait au forceps, vous l'avez relevé. Et après, on a vu les étudiantes à Buea, malmenées, traîner dans la boue. Vous savez, dans des pays sérieux, les avocats, je passe le contrôle le maître, sont comme des religieux. On n'y touche pas aussi brutalement. C'est les gens qui sont respectés et vénérés. Alors, quand vous avez dans un pays qui, pour moi, a atteint la forme la plus achevée de l'inertie, qui est, à mon sens, ce que j'appellerais l'aristocratie de la nonchalance, où on s'attaque de manière aussi brutale aux avocats, c'est-à-dire qu'on n'a plus peur de rien. On n'a plus peur de rien et pour moi, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Donc les avocats ne demandaient que simplement que le code soit traduit. Et c'est les mêmes qui référaient du régime qui sont montés au créneau pour dire qu'il n'y a pas de problème anglophone. Ils n'ont pas de problème anglophone. Donc si aujourd'hui on revient, tenir ce type de langage, c'est de nature à jeter de l'huile sur le feu et à radicaliser davantage les populations. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, tel que les choses se sont déroulées, on ne peut pas battre un enfant et l'empêcher de pleurer. Ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence du fait qu'on ait en face un gouvernement qui est autiste, qui n'écoute pas et qui n'a pas pris la pleine mesure de la gravité de la situation. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Et on n'est pas surpris, nous autres qui vivons au quotidien ici, que la rentrée n'ait pas pu se tenir. Et donc, de ce point de vue, on peut estimer que, pas que l'État a démissionné, mais que l'État n'a pas pris toute la mesure de cette situation et ce type de langage contribue à rebeller les gens. Parce qu'il faut peut-être rappeler aux gens, le common law, qui est enseigné, qui est pratiqué dans la zone anglophone, n'a rien à voir avec le droit civil qui est enseigné dans nos universités. Or, c'est les complexités qu'il demande de prendre en compte, mais qui ne sont pas malheureusement pris en compte et qui contribuent à radicaliser les gens. Donc, il faut très bien prendre en compte toutes ces subtilités-là et comprendre le malaise que vivent ces gens dans leur chair. Ok. C'est le Sambaka. Il a dit avec Pongan, depuis 2 ans, il y a des enfants qui sont partis de la zone anglophone pour la zone francophone et ils ne sont jamais rentrés. Et de plus en plus, les effectifs ne font que gonfler. Les établissements sont vides là-bas. On a vu des reportages hier au nord-ouest et au sud-ouest. On avait 3 élèves par classe. Je suppose que les autres sont en zone francophone. Est-ce que l'État n'a pas encouragé, entre guillemets, cet exode-là? Oui, ce que je dois dire, c'est que la santé, l'éducation, ce sont des droits fondamentaux inaliénables. Oui. Il faut déjà le prendre comme ça, et à ce titre-là... Ça, votre candidat le dit dans sa lettre. Forcément, il le dit. Et tel que l'éducation devait être prise au niveau du sud-ouest et du nord-ouest aujourd'hui, nous devrions nous mettre dans la posture de la décentralisation. Parce que, en réalité... Aujourd'hui, il faut bien que nos écoles, et justement le candidat de l'UDC le dit, il faut qu'il y ait une effectivité de la décentralisation, c'est même un impératif. Vous comprenez, il faut finir avec les problèmes comme les paquets minimums. Vous savez que tout ça vient de Yaoundé. Il faut bien que dans les communautés territoriales décentralisées, qu'on recrute les enseignants, qu'on met à leur disposition des moyens et des aménagements, des constructions, les espaces, etc., etc. Ça rentre dans le cadre de la décentralisation. Et si nous voulons prendre, je ne dis pas que les détails ne sont pas importants, mais si nous entrons dans les détails, on serait passé à côté. Parce que le problème est institutionnel. Vous comprenez? C'est dans nos institutions qu'on trouve les mécanismes qu'on doit utiliser pour gérer les régions. Or, nous sommes en train de discuter comme si les régions dans nos textes n'existaient pas. C'est le pouvoir central. Non. Il ne s'agit pas d'avoir un ministre, un directeur adjoint ou autre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut d'abord planter le décor. Il faut d'abord qu'il y ait cet ancrage-là. Vous voyez, c'est-à-dire que nous devons appliquer la décentralisation ou le fédéralisme des régions. Je crois que c'est le contenu qui est important. Et quand on voit comment est-ce que
Les gens ont pris cette affaire de décentralisation pour dire que ça a été transféré, ça a été rien du tout. Et cela montre à souhait que ce n'est pas dans l'agenda de parti au pouvoir. Donc, tant que nous allons nous mettre dans la posture des gens qui sont en train de travailler pour un État central, on n'aura pas compris de quoi il s'agit. Donc, les institutions, d'abord. Il faut que la décentralisation soit effective. Ce que j'appelle détail, mais qui est important et qui nous amène aujourd'hui au niveau de la guerre et autres, ben, c'est précisément parce que depuis 1996, où on a eu notre constitution et qu'on a dit que c'était un État décentralisé, la décentralisation n'a pas été effective. Parce que quand elle est effective, ça veut tout simplement dire qu'on gère nos régions de manière participative. Alors si on la gère de manière participative, ça veut dire que tout le monde est impliqué. Or, on n'a pas d'un côté les donneurs d'ordre et les exécutants. Tout le monde participe, donc partie prenante. Ça fait que on ne peut pas avoir ce genre de problème. C'est la raison principale pour laquelle on dit, si maintenant on doit juger là où on est tombé, alors qu'on a crocheté le pied un peu plus loin, ça nous pose des problèmes. Il faut donc revenir au niveau des institutions et voir comment est-ce qu'on va régler ce problème. Il suffit de le dire, il suffit de prendre un engagement, il suffit de mettre en place un calendrier pour que, de l'autre côté, les gens soient rassurés. Si les gens ne sont pas rassurés de l'autre côté, c'est tout à fait compréhensible qu'ils mettent des freins. Parce que c'est la Constitution qui le dit. Ils ne sont pas en train d'inventer quelque chose. Donc nous pensons que quand on va régler le problème institutionnel, le reste va se faire tout seul. Ok. Maître Adélie Tomgangou, c'est le fédéralisme. Oui. C'est ça qui va résoudre le problème, la crise? Mais puisqu'il y a un problème, comme je le disais tout à l'heure, un problème de malgouvernance, et comme il a si bien indiqué, le problème des institutions. Oui. Parce que tout à l'heure, on vous a dit qu'il y a des mains basses et que c'est un problème pétrolifère. Non. Non. Prenons même la révision constitutionnelle de 1996. Si les régions étaient mises en place et que les collectivités territoriales décentralisées étaient effectivement décentralisées, comme on le dit, et que l'autorité revenait même aux administrations locales, ça veut dire qu'aujourd'hui, que ce soit au nord ou soit au sud-ouest, il n'aurait pas eu ce problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on aurait des mairies qui sont autonomes. Aujourd'hui, on a plutôt les délégués du gouvernement qui viennent s'accaparer et qui sont au-dessus des mairies et qui prennent la gestion des routes, des marchés et autres, alors que ça devait revenir à ces mairies. Puis c'est les mairies. Et puis, c'est quelle histoire où on a un délégué du gouvernement qui vient et il a un super maire au-dessus des maires élus. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que le fédéralisme est une solution. Solution parce qu'aujourd'hui, demain nous aurons des États fédérés, et dans les États fédérés, nous aurons le gouvernement local, et ce gouvernement local, que ce soit le gouverneur qui sera élu, rendra compte directement aux populations. Et ce sera la représentation des populations. Et maintenant, si dans la gestion, les populations estiment que dans tel État fédéré, tel gouverneur ou tel administrateur local n'a pas bien rempli sa mission, au prochain mandat, nous ne renouvelons plus notre confiance à cela. Donc, je dis, comme le président Sambaka l'a si bien dit, c'est un problème institutionnel et c'est un problème, et comme je l'ai dit encore, de malgouvernance. Ok. André Luther Beka, on a comme l'impression que les choses n'avancent pas beaucoup, parce que est-ce que le président Biya a besoin de la légitimité? Est-ce qu'on a comme l'impression que beaucoup de choses pourraient changer si jamais il est élu après le 7 octobre. Non, mais il cherche la légitimité, ce mandat, avant de résoudre un certain nombre de choses. Il n'a pas besoin de chercher la légitimité, il est légitime. C'est vrai, il est légitime. Il est légitime. Beaucoup de choses n'avancent pas. Non, beaucoup de choses avancent. Seulement que certains ont décidé de montrer ce qui n'avance pas. Et il n'y a pas de paradis sur terre. Hein, si vous connaissez... Non, on reste sur la crise anglophone. Non, je veux dire qu'il n'y a pas de paradis sur terre. La crise anglophone est une crise sociopolitique qui est nécessairement basée parfois sur des revendications politiques, mais parfois aussi sur des revendications égoïstes, je l'ai dit. Et c'est une guerre
qui malheureusement est en train, n'est-ce pas, de pouvoir faire main basse sur la ville. Ce qui crée problème, en fait, c'est que des Camerounais ont pris les armes et veulent faire la partition du pays. Et je peux vous le dire que même si c'est le SDF qui prend le pouvoir aujourd'hui, même si c'est l'UDC qui prend le pouvoir aujourd'hui, ils ne l'accepteront jamais. Maintenant, comme c'est des bons politiciens, ils surfent sur cette ligne-là pour pouvoir gagner des voix, mais nous savons qu'aucun Camerounais aujourd'hui ne peut l'accepter. Aucun Camerounais ne peut l'accepter parce que vous ne pouvez pas, le président Biya a hérité d'un pays uni et il va léguer à la postérité un pays uni. Et je suis convaincu qu'aucun Camerounais, même les ambazoniens qui sont en forêt, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas eux-mêmes. Parce que ce qu'ils font, c'est ce que j'appelle en politique la surenchère. C'est de l'inflation. Ce que je veux dire en fait, c'est que le problème de ce pays, c'est que tout le monde fait la politique là où il ne faut pas faire de la politique. On ne peut pas se lever, prendre les armes, tuer les Camerounais et que les gens commencent à soutenir cela en parlant de la décentralisation. Mais il y a une décentralisation au Cameroun. Il y a une décentralisation. Elle n'est pas effective, mais il y a une décentralisation. C'est-à-dire que le délégué du gouvernement qui est nommé est natif de la région. Et il représente ce qu'on appelle le développement auto-centré, c'est-à-dire celui-là, l'élite de la région, qui doit porter, n'est-ce pas, la communauté, qui doit porter la vision de la région. Ce n'est pas, n'est-ce pas, M. Sambaka, qui est délégué du gouvernement à Yaoundé. C'est Dim Fils Jimevuna, qui est délégué du gouvernement à Yaoundé. Ici, c'est Fils Toné à Bafoussam, c'est Zé Emmanuel. Comment est-ce possible? Ce ne sont pas des Camerounais, ce sont des Camerounais. Est-ce qu'ils ne sont pas natifs de ces régions? Ils sont natifs de ces régions. Je vais vous amener à la conclusion que moi j'ai toujours donnée. C'est la mentalité camerounaise. Un professeur parlait du malpartisme. Vous nommez un Dim Fils. Vous êtes né à Douala. Vous êtes né chez vous. Vous êtes délégué du gouvernement chez vous. Vous n'arrivez pas à impulser une vision chez vous. Et on va aller créer le fédéralisme. C'est le fédéralisme qui va venir changer ça. C'est le fédéralisme qui va venir changer ça. Lorsque les gens sont bornés à pouvoir s'enrichir pour que leurs enfants soient placés dans des meilleures écoles et qu'ils soient des milliardaires, ce n'est pas ça la solution. Oui, mais moi, je voulais juste préciser quelque chose. Je voulais préciser quelque chose. Il faut que Luther fasse très attention. Parce que là, on est en train de parler sérieusement. Vous comprenez? Quand on nomme un délégué du gouvernement, fût-il un natif, ça n'a rien à voir avec la décentralisation qui est une méthode participative où les parties prenantes sont les populations avec ceux qui les dirigent qui sont élus. Parce qu'à ce moment-là, les populations votent, les populations contrôlent, les populations sanctionnent. Quand il est par un décret, parce que, et c'est là où vous allez comprendre, pourquoi est-ce que la décentralisation peine? Parce que ça n'arrive pas à entrer dans les mentalités. On peut lâcher du lest et puis les populations les laisser avoir une bouffée d'oxygène pour qu'ils puissent s'auto-gérer. Vous voyez, c'est difficile parce que dans la tête du centralisme excessif, on ne voit pas comment est-ce que les populations peuvent être matures. C'est-à-dire qu'il faut les tirer par une corde. C'est ça donc qui crée ces blocages. Et je dois dire qu'il faut comprendre que désormais, n'est-ce pas, c'est la gestion participative qui est celle que la Constitution a donnée et qui a traîné pendant plus de 27 ans. C'est celle-là qui va être adoptée. Et c'est celle-là qui doit être adoptée parce que c'est celle-là que les populations réclament. Vous ne pouvez pas me dire qu'après 60 ans d'indépendance, vous voulez que les populations soient encore des populations indigènes. Les enfants vont à l'école, ils ont des grands diplômes, ils inventent même des choses. Et puis on dit non, on va nommer à partir de Yaoundé quelqu'un parce qu'il appartient à cette composante sociologique. Alors il aura tout fait. Non, je suis désolé, parce qu'il n'a pas de compte à rendre aux populations, il n'a de compte qu'à rendre à celui qui l'a nommé. Il faut le savoir. Je suis d'accord, Président, je suis d'accord. Nous sommes en train d'évaluer le passé. Parce que je suis en train de vous dire que ceux qui ont été nommés ne sortaient pas de la planète Mars. Ceux qui ont été nommés étaient natifs de la région. Et ceux qui ne rendent pas compte aux populations, c'est ça le problème. Non, ils rendent compte aux populations. Comment? Il y a des consultations dans les communautés urbaines. La population ne peut pas sanctionner le délégué du gouvernement. La population ne peut pas... C'est ça le problème. Non, permettez-moi un peu. Permettez-moi. Parce qu'il y a un véritable problème dans ce pays. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on dit décentralisation, c'est les mêmes élites
qui vont venir gérer chez eux. Et je suis même en train de vous dire, je l'ai toujours dit, le centralisme dont vous voyez là, dont on parle, le jacobinisme, c'est en fait cette réserve des élites qui ont été déflatées dans le gouvernement central et qui rentrent dans la périphérie. Okay. Et le véritable problème, donc, c'est quoi? Le véritable problème, c'est que lorsqu'ils arrivent dans la périphérie, c'est pour s'accaparer des richesses et ne pas mettre, n'est-ce pas, une politique par objectif et de participation. Okay. Guy, vous permettez que Maître place un mot d'abord? Évidemment. D'accord. Merci, M. Otto. Ça, il faudrait encore bien l'indiquer sur ce plateau et aux Camerounais. Dire que ce sont des populations ou des personnes qui viennent réclamer que les natifs de là soient nommés, alors qu'il y a une constitution qui a bien indiqué la décentralisation et qui indique clairement comment est-ce qu'elle doit être mise en place, qu'on vienne plus tard créer des lois enchevêtrées pour mettre en place un délégué du gouvernement qui est nommé par le président de la République, puisqu'il prend ça dans ses prérogatives pour le nommer, il nomme qui il veut, son pouvoir discrétionnaire, il nomme qui il veut. Aux emplois civils et militaires. Voilà. Et ce dernier Maintenant, ne rend pas compte. Pour les délégués du gouvernement ne nomment pas qui veut, il y a des consultations. Je peux vous le dire. Même si les chefs supérieurs font des consultations. Mais il faut le dire aux Camerounais. Oui. Pas la population. Mais les chefs traditionnels représentent qui? Non, ils font des consultations dans les chefferies. Pourquoi vous dites pas ça aux Camerounais? Non, mais il faut dire ça aux Camerounais aussi. Ils ont des salaires. Et ça, il faut le dire. On ne peut pas venir carrément mettre un délégué du gouvernement pendant qu'il y a des maires qui sont élus. Et les maires sont obligés de rendre compte aux populations. Et ce même délégué du gouvernement qui est nommé à la gestion des gares routières, des marchés et autres. Et pendant que ces maires sont dépourvus de ces gestions-là, alors que ces gestions devaient rentrer normalement dans les communes, afin de booster même ces communes et aider ces communes à avoir leur autonomie financière, afin de booster le développement local. Ok, Guy Fonga. Oui, non, il faut dire les choses de manière froide et sincère. Vous savez, le problème de ce pays, et d'ailleurs André Luther a semblé le dire, c'est qu'on a tous hérité du jacobinisme français. C'est-à-dire un État centralisateur, essentiellement fort, où tous les pouvoirs sont concentrés vers le centre, au détriment de la périphérie. Alors, vous avez remarqué avec moi que les délégués du gouvernement sont exactement le contre-exemple de la décentralisation. Parce que souvenez-vous de la genèse des délégués du gouvernement. Les délégués du gouvernement arrivent dans ce pays à un moment donné où il y a une montée en puissance des maires de l'opposition. Et donc pour contrecarrer la puissance des maires, on nomme des super-maires. On nomme des super-maires qui sont les délégués du gouvernement pour contrecarrer le travail des maires. Et donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Et vous allez remarquer qu'aucun. Il veut dire que les maires sont les mieux habilités, les mieux placés pour savoir ce dont a besoin les populations. Nous sommes pour quelques-uns d'entre nous élites dans nos différentes localités. Alors quand on a souvent la chance de rencontrer le maire et qu'on pose des problèmes, c'est nous qui pouvons dire au maire nous avons besoin d'une école ici, d'un hôpital ici. Ce n'est pas le délégué, ce n'est pas le FECOM qui va décider ce qu'il nous faut à notre place. Et c'est le problème qu'on règle avec la décentralisation. Parce que nous, à ce moment-là, nous choisissons, nous décidons de ce dont nous avons. Avoir besoin. Et les gens comme cela, on peut les mesurer dans les 10 régions de Cameroun pour demander en fait que les délégués on va revenir. Nous sommes là pour s'adresser au détriment de l'intérêt des populations qui les demandent que de manière légitime à une meilleure qualité de vie. André Luther Mika, il y a eu un plan d'aide d'assistance humanitaire avec pour objectif, entre autres, de construire les écoles. Qu'est-ce qu'on en est? Non, je ne sais pas. Pour cette rentrée. Je crois que le ministre Atangandji, qui est responsable de cela, et le gouvernement vous le dira à temps opportun. Mais ce qui est sûr, c'est que l'argent ne s'est pas volatilisé. Il y a un plan. Il y a un plan d'urgence. Là, il y a eu beaucoup d'établissements qui sont
parti en fumée. Humanitaire. Non, je crois qu'il y a, un processus qui doit être fait et je crois que ce sera fait. Et pour la rentrée prochaine. Pas pour la rentrée prochaine. L'école a commencé depuis hier. Pas pour la rentrée prochaine. Il n'y a toujours pas de classe, il n'y a pas d'école. Soyez pas pressés. Soyez pas pressés, les choses se font à temps et en heure. Il faut avoir, n'est-ce pas, la capacité de savoir que lorsque on fait une cotisation, pour décaisser de l'argent, il y a des procédures. Pour prendre, n'est-ce pas, des gens qui vont aller construire, il y a des procédures. Ça ne se passe pas comme vous le croyez. Moi, ce que je veux dire, c'est que cette opération a été félicitée. D'ailleurs, vous avez pu voir la sortie, n'est-ce pas, du représentant de l'ONU au Cameroun qui a démontré que de l'autre côté, il y a de la mauvaise foi et qui a démontré que le gouvernement a bien fait, n'est-ce pas, de mettre sur pied ce plan humanitaire. Maintenant, je crois qu'il revient au gouvernement de pouvoir impulser cela dans les faits pour que les gens puissent s'assurer que ce qui a été dit sera fait. Ok. Cyril Sambaka. Oui, je pense On a cotisé, vous avez cotisé vous aussi? Vous savez, on ne se moque pas de souffrance. Hein. Les souffrances, c'est des choses sur lesquelles il faut beaucoup de respect. Je pense que le plan humanitaire a échoué. Déjà. Tel que vu, parce que jusqu'à présent, et je pense que le chef de l'État est en Chine, il a eu une aide de 1,7 milliard pour ce plan humanitaire. Ça veut dire que les 12 milliards ne sont pas bouclés. C'est ce que ça veut dire. Si la Chine a donné 1,7 milliard, c'est très bien de penser à l'aide humanitaire et à la reconstruction. Mais c'est beaucoup plus efficace quand on a retrouvé la paix. Parce que dans tous les pays du monde, on se prépare à la reconstruction parce qu'on est engagé vers une voie de sortie des crises. Parce qu'après être sorti des crises, il faut engager tout de suite la reconstruction. Comme le plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale. Or, dans le cas d'espèce, nous voyons avec cette rentrée scolaire que nous ne sommes pas encore à côté de cela. Nous apprenons que des gens continuent de tomber sous les balles, de continuer de mourir. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Nous voyons le cardinal Toumi qui veut organiser quelque chose, on lui dit après les élections. Mais le Cameroun ne s'arrête pas aux élections. Vous comprenez? Il y aura un Cameroun après les élections, il y aura un Cameroun qui va toujours vivre, les hommes vont passer, les institutions vont rester. Donc il y a quelque chose, il faut qu'on change de paradigme, qu'on se dise que on ne peut plus vivre comme on a vécu hier. Parce que nous avons mal apprécié, quand on parle de jacobinisme et tout cela, mais la vérité c'est quoi? C'est que les Blancs sont partis, ils ont laissé des colons noirs blanchis, qui ont continué à traiter les populations comme les colons les ont traités. Pour nous en masque blanc. Et avec ça, ils n'ont pas compris qu'on leur laissait un pays qui devait être indépendant et où il fallait travailler pour le développement. C'est la raison pour laquelle vous allez entendre les fonctionnaires, ils sortent de leur école de l'ENAM. Ils pensent qu'ils sont devenus des Blancs et que les Noirs sont à leur service. Non, il n'y a plus de Tanga Nord, Tanga Sud. Tout ça c'est fini, nous entrons dans le développement. Et pour ça, il faut bien que les populations et les gouvernants, que les gouvernants soient des facilitateurs, n'est-ce pas? Et que les populations n'aient plus peur du gendarme. Parce qu'en réalité, ce que nous voulons, c'est développer nos pays. Donc quand on a enlevé cette mentalité, nous pouvons avancer. Mais quand on continue à nous frapper sur la table, que le délégué du gouvernement, il travaille, il est consulté par les chefs traditionnels qui eux-mêmes sont inféodés, qui eux-mêmes, etc., etc. Il ne s'agit pas de cela. Okay. Il s'agit d'une révolution dans les mentalités que ceux qui nous gouvernent doivent avoir aujourd'hui. Parce qu'ils nous ont gouvernés comme s'ils capitalisaient pour envoyer ailleurs. Et beaucoup ont mis dans leur poche. Ok, merci. Cédric Mouffelet, bonsoir. Bonsoir Saint-Jalin, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans quelques instants. 2 ou 3 éléments essentiels qui vont constituer ce 20h, que vous-même, vous allez présenter. Sur la route d'Etoudi 2018, nous parlerons de ce jeu des alliances qui se noue entre certains candidats et des leaders politiques. Que valent-elles dans la perspective de la présidentielle 2018, alors que l'idée d'une candidature unique est désormais enterrée, selon certains observateurs? Ces alliances politiques peuvent-elles influencer
le jeu politique et obtenir plus de suffrages durant la journée du 7 octobre 2018, date de l'élection présidentielle au Cameroun. On en parlera au journal de 20h. Nous évoquerons également la rentrée scolaire en zone rurale et vous le verrez dans plusieurs reportages réalisés dans le Mungo, mais aussi dans la région de l'Ouest, les conditions difficiles des élèves qui ont renoué avec le chemin de l'école. Nous parlerons économie dans ce journal, où en est la sous-région Afrique centrale avec la mise en œuvre des réformes économiques et financières. Les experts de la CEMAC sont à Douala pour évaluer ces réformes et vous allez l'entendre, des lenteurs administratives continuent de plomber la mise en œuvre des réformes économiques sous-régionales en Afrique centrale. Voilà, le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Nouffelé, dans quelques instants, madame, monsieur. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief. Par le sang et par la terre, donc c'est un outrage très grave. Mais je pense, un outrage. Oui, c'est un outrage très grave et je crois que j'ai suivi le proviseur tout à l'heure, il a pris peut-être le mauvais bout parce qu'il faut aller quand même dans l'horizon du vécu de ces élèves. Quand je parle de l'horizon du vécu, il s'agit de voir quelles sont, n'est-ce pas, les causes qui ont permis à ce qu'il y ait ces réactions. Vous savez qu'il y a certaines religiosités qui font en sorte qu'on ne puisse pas chanter l'hymne national. Vous savez qu'il peut y avoir même quelques petits conflits entre les élèves et l'administration et également il peut y avoir des infiltrations. Et certainement nous aurait dit la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu chanter l'hymne. Je me rappelle qu'il y a quelques années, quand nous étions plus jeunes, qui moi me heurte un peu, donc je vais dire, c'est souvent arrivé, on a été jeunes, on a été au lycée, on a été au collège, il nous est arrivé qu'on s'oppose à certaines décisions, en l'occurrence, on faisait les chantiers nationaux parce qu'on n'était pas d'accord avec un certain nombre de choses, mais il faut reconnaître que les emblèmes sont sacrés, il faut les respecter, il ne faut pas tergiverser, étranger avec ce genre de choses, et on est quand même dans une période assez délicate, même si on peut comprendre cette attitude, même si on ne la prouve pas, peut-être que c'est une manière aussi, on va spéculer, les élèves n'ont rien dit, peut-être une manière pour les élèves aussi, pour eux, d'exprimer leur, j'allais dire peut-être leur solidarité vis-à-vis de leurs frères, leurs frères anglophones, les sœurs anglophones. C'est sur votre chaîne que j'ai vu au journal dire par exemple qu'aujourd'hui tous les établissements de l'Ouest sont saturés, parce que les enfants venus du Nord-Ouest ont envahi tous les lycées et collèges de l'Ouest, donc il n'y a presque plus de place. Vous avez les enfants qui s'asseyent 7, 8, parfois 10 par banc, parce qu'il y a de place pour personne. Alors que si vous êtes dans une famille comme celle-là et que vous vous retrouvez chez vous avec vos 5, 6, 7 sœurs, parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs que chez vous, à un moment donné, on a besoin d'exprimer ta désapprobation et que le pouvoir, il y a l'instant qu'on n'est pas toujours d'accord avec ce qui se passe, parce que contrairement à ce qu'on pense, aujourd'hui, on a affaire à un nouveau type de Camerounais, fut-il très jeune. Aujourd'hui, ils sont davantage regardants, ils sont plus informés, ils sont plus exigeants. Le Camerounais indolent, soumis d'il y a 20-35 ans, c'est totalement révolu. Les jeunes sont de plus en plus prompts à revendiquer ce qui leur revient de droit aujourd'hui. Donc, ce qui se passait hier aura du mal à passer aujourd'hui. Donc, c'est un signal fort, à mon sens, que cette jeunesse adresse à l'establishment, qu'ils ont leur mot à dire, ils peuvent se faire écouter, se faire entendre, quelle que soit la manière utilisée, même si on peut ne pas l'approuver, mais on peut la comprendre de toute façon. Sidi Sambaka, vous comprenez l'attitude du proviseur qui fait tout de suite rapprochement? Je pense que ces enfants ont besoin de psychologues. Ils demandent à être encadrés parce que s'ils se sont comportés comme ça, c'est probablement qu'ils ont reçu des traumatismes. Et la question de se poser quand ils sortent hors des zones de combat, il faut les encadrer. Il faut des psychologues pour les amener à comprendre que voilà, ils sont sortis de leur enfer. Je dis qu'ils sont venus de là-bas et ils ont ce traumatisme. Donc le chef de l'établissement doit les accompagner. Il faut que les psychologues viennent voir
Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi est-ce que cela se passe ainsi? Et ça nous amène à penser que ça doit être beaucoup plus grave sur ceux qui sont sur le terrain. Donc, en réalité, il ne faut pas faire comme si ces enfants n'ont pas subi de traumatisme. Ils se retrouvent de ce côté parce que précisément ils l'ont subi. Dans un lycée, c'est tout à fait normal qu'ils ne soient pas des élèves ordinaires. Ce sont des enfants qui viennent de connaître des traumatismes de l'autre côté. Donc il y a de fortes chances que là-bas, on leur dise vous ne chantez pas l'hymne. Vous voyez qu'il y a des choses peut-être interdites là-bas. Et on leur dit... Il y a quelqu'un qui a dit à un moment l'école aux écoliers. Oui, ça on le dit, mais vous savez, hein, c'est à l'université qu'on allait prendre les enfants pour bourrer les urnes. Donc il y a quelque chose qu'il faut faire. Moi je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Il ne faut pas parler que de sanctions. Il faut d'abord éduquer avant de sanctionner. Il faut encadrer avant de sanctionner. Donc c'est trop tôt de pouvoir parler de sanctions, mais il faut d'abord diagnostiquer quel est le problème, pourquoi est-ce que ces enfants ont peur. Parce que c'est peut-être la peur. Ils ont peur de chanter l'hymne national. Ok, Maître Deline Djamgan, c'était trop tôt un conseil de discipline le jour de rentrée? Moi, j'estime que c'est très tôt parce que, quoi qu'on dise, le proviseur est d'abord un enseignant. Oui. Un enseignant est un pédagogue et ce pédagogue doit avoir la capacité d'écouter l'enfant. Et tel que j'ai vu dans le reportage, ça veut dire l'enfant a posé l'acte, les enfants ont posé l'acte et la sanction a suivi directement. Alors je pense qu'il fallait même convoquer ces enfants au conseil de discipline et comprendre ce qui se passe. La rentrée n'a que commencé qu'hier, le 3. Ils se retrouvent face à une situation le 4. Et directement, et moi ce qui m'a choqué... Non, le même 3. Le même 3. Oui, tout voilà. ça s'est passé hier. Voilà. Directement, le même 3 sanctionne les enfants, mais ce qui m'a choqué... Non, ils sont convoqués au conseil de discipline. Ils ont été convoqués hier au conseil de discipline. Convoqués et sanctionnés directement. Ce qui m'a choqué dans le reportage, c'est le fait que le proviseur, qui est un enseignant, qui est un pédagogue, tel que vécu là, qui à un moment donné peut-être traumatisé, qui ont perdu même cette foi de patriote, à un moment donné, il faudrait qu'on se remette un peu en question et qu'on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Et je dis, le proviseur pédagogue a mal fait d'un trait de qualifier ses enfants d'abandonniens. Vous qui enseignez la sociologie, je veux l'enseignant, j'interroge l'enseignant. Est-ce qu'il a manqué les proviseurs? On a vu les 3 hein, qui utilisaient un ton véritablement ferme. Vis-à-vis des enfants. Est-ce que c'est... Il n'y a pas un problème de ce côté? Au-delà du pédagogue, je peux me réjouir d'être entré dans une école d'État qui enseigne le respect de la hiérarchie, le respect des emblèmes. Je crois que lorsque vous sortez dans cette école, vous n'avez plus la même perception que les autres sur l'autorité de l'État et sur les emblèmes. Donc, je suis fier de ce proviseur qui n'a pas transigé pour démontrer, n'est-ce pas, à ses élèves qu'on doit respecter le pays, qu'on doit respecter le drapeau camerounais. Dans tous les États du monde, c'est comme ça. Donc moi, je suis déçu parfois qu'on fasse la politique politicienne, qu'on surfe sur les sentiments, sur l'appel des voix, sur des choses dont on ne discute pas. Maintenant, vous savez qu'il y a des adeptes d'une confession religieuse qui ont interdit de chanter l'hymne national? Bien sûr, et ceux-là sont souvent connus dans les établissements. Oui. Il y en a même, hein, moi j'ai enseigné... Pourquoi donc faire tout de suite le rapprochement avec... Moi j'ai enseigné même à l'INSET où il y avait les baptistes qui ne venaient pas à l'école le samedi, même quand il y avait même lorsqu'il y avait les examens. Bon, ces problèmes sont connus. Et lorsque le proviseur, il ne les a pas taxés d'ambazoniens parce que, bon... vous savez, les mots sont... on sait qui est parmi nous. Écoutez, les mots sont des totems qui mieux auraient des initiés. Moi, j'ai suivi du français. Oui, il a dit que les histoires d'ambazoniens, on ne veut pas ça ici. Non, ça c'est le deuxième extrait, le deuxième intervenant. Écoutez bien le premier intervenant. C'est ce que moi j'ai suivi. Ah, vous avez suivi le deuxième intervenant seulement. Bon. C'est ce que moi j'ai suivi. C'est ce que moi j'ai suivi. Et lorsque le proviseur qui assure la police administrative de son établissement le dit, ça veut dire qu'il a un certain nombre d'informations. Vous savez, dans un établissement, il y a la police administrative. Et cette police administrative lui permet d'avoir un certain nombre d'informations qui lui donnent des pistes.
sur un certain nombre de réactions. On aurait que la police soit aussi rapide sur d'autres dossiers. Sur un certain nombre d'informations de son établissement. Donc, il le dit certainement miraculeux, en connaissance de cause. Il le dit en connaissance de cause. Bien, dès lors qu'on restaure l'autorité, n'est-ce pas, et le respect des emblèmes, je crois qu'au Conseil de discipline, on va mieux, n'est-ce pas, élaborer de quoi il s'agit et on va trouver des solutions idoines. Mais sur le champ, il faudrait restaurer l'ordre et restaurer l'autorité de l'État. Ok. Bon, j'en viens à cette coalition qui semble s'enfuir par la fenêtre. Maître Adeline Djamga, on n'en parle plus. Qu'est-ce qui se passe? On a parlé des égaux. C'est quoi le problème? La coalition de l'opposition. C'est encore faisable? Je ne pense. Certains nous font croire que c'est encore faisable. Je ne pense même pas qu'il y a un problème de coalition de l'opposition. C'est quoi le problème? Tout à l'heure, vous avez vous-même fait un reportage sur 92. Je pense que même en 92, la meilleure coalition, et je vais le réitérer sur votre plateau, c'est le peuple. Parce que les partis politiques ont un nombre limité de militants. Mais pourquoi on va faire miroiter ça ce peuple-là, que l'opposition peut se mettre ensemble? Mais personne n'a fait miroiter au peuple la coalition. Ce qui s'est passé à votre problème de la coalition, c'est que je pense il y a quelque temps, j'ai vu tout un article dans Cameroun Tribune, les journalistes, tout le monde est entré là-dedans, mais les opposants eux-mêmes, ou les responsables, ou les candidats, personne n'a parlé de coalition. Et je prends à témoin le président Samba. Non, son champion, lui, il est loin de ses affaires de coalition. Donc personne n'a parlé de coalition depuis. Non, personne n'a parlé de coalition. La véritable coalition, et je continue à le dire, c'est le peuple. Lui seul, il sort, et lui seul, il décide d'aller voter. Ça veut dire le peuple, lui seul peut décider d'un nouveau champion, d'un nouveau président. Ok. Guillaume Fongan, cette histoire de coalition, vous êtes un peu déçu que ça s'achève comme ça? Non. Alors que pendant longtemps, on nous a brandi ce concept-là. Je suis déçu parce que dans l'espace public, vous en avez malheureusement qui, comme M. Jourdain, faisait des pros sans forcément le savoir. Oui. Donc c'était été instrumentalisé pour jouer le jeu du régime qui a de manière très intelligente et par dose homéopathique réussi à faire croire aux populations que pour que le régime, le RDPC, soit battu, la seule condition sine qua non à remplir, c'est qu'il faut qu'il y ait une coalition. Donc il y a une certaine... C'est le régime qui est derrière tout ça? Il y a une certaine... Lorsque Kabila Libi pense que les 8 doivent se retrouver, c'est le pouvoir qui amène à dire ça? Les candidats ont répondu à Cabral Libi de manière assez violente. Il y a une certaine presse qui a été mise à contribution. Et Maurice Kamto parlait de coalition. Il y a une certaine presse qui a été mise à contribution. Guillaume Fongan. Et certains leaders sociaux. Guillaume Fongan, vous ne pouvez pas nier ici que les candidats, on va les appeler le Big Five, comme moi je les appelle ici depuis, ils parlaient de coalition. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qu'on n'a jamais parlé de coalition. Je vais donc vous faire plaisir en parlant de Maurice Kamto. Oui. Vous m'y obligez, je vais le faire. Donc il était le premier en se bombant régulièrement le torse en indiquant qu'il va annoncer sur 3 semaines consécutives, il a régulièrement annoncé sa coalition à lui, mais le seul acte majeur qu'on a vu, c'est qu'il nous a brandi un transfuge du SDF qui a rejoint son parti. Manifestement, c'était ça sa coalition à lui, parce que jusqu'aujourd'hui, la fameuse coalition qu'il a annoncée avec tambour et trompette, on l'a quasiment jamais vue. On a vu... Il y a quand même des déceptions, on a vu il y a quand même des coalitions qui sont assez spectaculaires. On se demande si c'est un jeu où les gens sont en train de s'amuser. On a vu une coalition encore, d'ailleurs c'est passé, il y a l'élément du votre journal, quelqu'un qui est sorti de prison il y a quelques années, il monte au créneau pour accuser son bourreau. Aujourd'hui on le voit main dans la main avec son bourreau, etc. Il y a quand même des choses qui laissent l'électorat un peu perplexe. Non, il faut dire aux populations que la meilleure coalition, Maître l'a dit, c'est le peuple, et c'est le peuple qui sera aujourd'hui, et je crois que les masques sont tombés, on voit finalement ceux qui développaient la rhétorique de la coalition de manière régulière, que c'était plutôt du feu de paille, ça en allait forcément à la montagne accoucher d'une souris. Aujourd'hui, le peuple véritablement saura quels sont les candidats qui sont restés cohérents et constants dans leur démarche depuis le début. D'ailleurs, c'est sur votre chaîne que j'ai suivi un des candidats, je crois que c'est celui du SDF, qui parlait de coalition programmatique.
qu'il s'agit davantage pour lui de voir réunir autour de lui des gens qui ont la même idéologie, le même programme, et non une coalition de personnes. Aujourd'hui, on est plutôt déçu de voir ce qui se passe dans l'espace public, et j'ai espoir que la meilleure coalition finalement restera le peuple, parce que les masques sont tombés et les populations sont finalement convaincus de ce que on leur a brandi un écran de fumée en leur faisant croire que la seule condition pour battre le RDPC c'est de se réunir, alors que vous avez vous-même démontré en 92 le RDPC a été battu sans coalition. Donc je crois que les Camerounais sont assez intelligents et ils sauront évidemment qui est le vrai challenger de Paul Biya et qui ne l'est pas. Cyril Sambaka, vous n'avez jamais, on vous a pas trop entendu sur cette histoire. De part de l'UDC, hein. Les gens ont vraiment compris. L'UDC est un parti qui a une expérience. Et je dois dire qu'en termes de coalition, nous avons toujours été dans des coalitions. Nous savons ce que c'est que les coalitions. Mais je pense que nous ne pouvons pas nous mettre dans une situation des gens qui se cognent le mur contre le front et le front contre le mur tous les jours et ne pas chercher à contourner l'obstacle. Voyez-vous, on était plus à voir un pays avec des mécanismes démocratiques. Tout le monde parle des élections à 2 tours, de bulletins uniques, etc., etc. Mais vous avez constaté qu'on a engagé ces élections, on n'en a pas parlé, les gens n'en ont pas parlé. Hein? Il fallait y aller. Et puis en route, on parle de coalition. Une coalition, c'est quelque chose qui se prépare. C'est autour d'un programme, c'est autour des objectifs définis, c'est autour d'un serment qu'on a prêté. C'est ce que nous, on a appelé le pacte républicain. Alors, le lendemain de 2011, il y a un groupe qu'on a appelé le G7. On a commencé à travailler. Il y a eu un pacte républicain. Et vous voyez les gens qui ont signé ce pacte républicain, quand ils s'en sont allés, ils n'ont même pas demandé qu'est-ce qui se passe. Donc vous voyez, face à une situation comme celle-là, on doit résolument être en train de travailler pour trouver les solutions pour le peuple. Maintenant, le peuple, lui, il doit pouvoir regarder franchement quels sont les programmes, quels sont les gens qui sont habilités à leur apporter des lendemains meilleurs. Okay. C'est de ça qu'il s'agit. André Luther, mais quand je vous ai vu sourire là, ce boulevard est ouvert pour vous? Non, disons que c'est des choses très compliquées. Ils ne peuvent pas coaliser. C'est juste. Comment ça? C'est 2 leviers. Le levier politique. Ils ne peuvent pas? Ils ne peuvent pas. Je vais vous donner un exemple simple. Le SDF a des bastions politiques établis. Et pour cela, en tant que premier parti de l'opposition, ils ne peuvent pas aller coaliser derrière les autres. Le MLC, qui est une très grande faction du lobby Bamileke, qui se détache du pouvoir et qui est certainement en train d'aller à la conquête du pouvoir, et lui-même agrégé de son État, parce que chez eux, les agrégés, c'est les divins, ils ne peuvent pas s'allier derrière quelqu'un. Vous avez la monarchie féodale et intellectuelle de l'UDC, qui est un brillant intellectuel, un ancien cadre de l'UNC, un ancien ministre, un monarque. Il ne peut pas accepter aller être derrière Cabral Libi. Donc c'est une affaire tellement compliquée. C'est impossible. C'est une impossibilité notoire. Ça vous arrange? Monsieur de la Palisse ne l'aurait pas dit mieux. Et maintenant, il y a même... Ça vous arrange, non, André Luther? C'est leur problème là-bas. Est-ce qu'ils peuvent même s'ils sont coalisés, ils ne peuvent pas. C'est leur problème là-bas. Maintenant, il y a le problème économique. Des petits trucs de campagne là, ça va se partager comment? Qui va faire quoi? Qui aura combien? Ils ne peuvent pas. Donc, c'est une impossibilité. Et c'est pour ça que nous avons toujours dit que le parti fort, le parti de rassemblement, le parti qui a les militants conscients, qui a une stratégie de conquête du pouvoir, de conservation du pouvoir, c'est le RDPC. Vous allez voir que depuis des années, ce parti reste debout, avec ses cadres debout, et c'est pour ça que nous soutenons ce parti. Il ne faut pas qu'on se trompe, M. Outou. Les Camerounais vivent au quotidien la situation dans laquelle tout le monde est. Et je pense que si le parti au pouvoir a lancé cette affaire de coalition, c'est tout comme dans ce pays. C'est une façon de voir, c'est une sélection d'informations. Merci maître, merci Cyril Sambaka, merci André Luther. Merci Guy Hervé Fongan.
Dans un instant, on va continuer. Le programme se poursuit avec Parole de femmes. Même chose, hein. Madame, Monsieur, Etoudi 2018, ce sera bientôt sur les écrans Equinos Télévision. Une émission mise en place depuis 2011. Vous vous rappelez, Etoudi 2011. Bientôt sur Equinos Télévision, Etoudi 2018. Rediffusion Equinox Soir, il sera 23h GMT, bien évidemment, et minuit à Bafan.